le gars ne sort qu'une vidéo par an histoire de faire quelque chose de sa vie ne revient qu'avec le même genre de vidéo. Oui, et qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'on le veuille ou non, le cinéma est omnipotent. Il fait partie de votre vie à un certain niveau. Et cette année, il a été au plus haut. Je suis venu au cinéma tous les week-ends pour voir entre 2 et 5 films par jour. Entre les séances jeunes du samedi, les rétrospectives et les nouveautés de cette année, disons que j'ai été plus que gâté. Après avoir eu le plaisir d'être venu en salle voir plus d'une cinquantaine de films, d'avoir rempli mon bocal de tickets de cinéma, il est enfin temps de vous faire le top de ceux qui cette année ont retenu mon attention. Juste avant, on va parler de ceux qui étaient à deux doigts de faire partie du top. Car cette année, j'ai ressenti avoir eu plus de mal à faire ma liste que l'an dernier, tellement il y a eu énormément de dingueries. Alors ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention ni la prétention de faire long, ça va être aussi rapide que chez le médecin. Tu sais quand tu attends plus d'une heure dans la salle d'attente, mais que la consultation ne dure que 5 minutes. C'est 5 minutes dont je te parle. En vrai, je pense que ta consultation va durer un peu plus longtemps. Donc prends à manger, à boire et installe-toi confortablement et laisse-moi te parler simplement et assez rapidement des films qui m'ont emporté cette année. Donc on commence par le hors top, car oui, cette année 2022 fut très foisonnante. Oui, j'ai du vocabulaire, des films en veux-tu en voilà. Donc à un moment donné, il a bien fallu faire des choix, prendre des décisions, car oui, j'ai vu plus de 100 films cette année. Et il est vrai que j'aurais bien voulu te parler de ça, ou oh mon dieu de ça, non je déconne, quoique, ou encore tout ça. Car cette année, il y en a vraiment eu pour tous les goûts, même en termes de films français. Sérieusement, je me souviens plus la dernière fois que j'ai vu autant de films français cette année. Notre cinéma a du talent. Ou parler de ceux que malheureusement je n'ai pas vus ou qui ne sont pas encore sortis au moment où je vous parle. Et je suis désolé, film, de ne pas être venu te voir, me justifiant constamment que j'avais sûrement mieux à faire que de venir te contempler. Et ça me fait chier. Ça me fait chier de savoir que toi je t'ai pas vu, que toi non plus, ou que toi j'aurais bien voulu ne jamais te voir. Et attention, je ne suis pas en train de faire l'apologie de ce que c'est un mauvais film ou que mes goûts cinématographiques sont mieux que les tiens. Je te dis juste que depuis un certain temps maintenant, je sais ce que je veux voir et je sais ce que j'aime dans un film ou non. Alors entre les mauvais projets, les mauvaises suites ou les suites de trop comme tu préfères, et le fanservice, je me sens lassé, je me sens l'envie d'aller voir ailleurs. Ça sent le mépris par ici, hein. Donc voilà, un top 10 ça sous-entend 10 films et c'est tout, car toi et moi on sait que notre temps est précieux et au lieu de faire mes louanges à tous ces bons films, je te souhaite plutôt de les noter dans un coin et d'aller les voir après. En attendant, je vais te parler de 4 films en plus car par ici, on est gourmand. 14e position, Moonage Daydream. Je ne sais pas grand chose de la vie de Bowie, rien du tout en fait, sauf une chose, j'adore sa musique. Je ne savais rien de sa vie, rien de sa façon qu'il avait d'entrevoir les choses, et ce film me procure énormément de bien. Au-delà de sa musique, ce sont ses paroles, ses réflexions philosophiques qui me font prendre beaucoup de recul sur la créativité, sur l'individu et sur le personnage qu'on construit tout au long de sa vie. Ça m'est évidemment bien personnel, mais Bowie parvient encore à faire écho. Ces centaines d'heures d'archives permettent à Brett Morgen d'en faire un film lui rendant parfaitement hommage, entièrement à son image, expérimentale. La musique nous étoufferait presque, on se croirait en plein concert dans la vie de Bowie. Le montage est coloré, par moments épileptique, c'est une expérience sensorielle ajoutant et mélangeant des extraits de tout film avec ceux dont David Bowie était la vedette. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir au fond de moi une grande vérité au travers de cet artiste, avec des thèmes comme la solitude, la place de l'art, l'identité ou encore la vie. David Bowie est décidément quelqu'un qui vient d'ailleurs. En 13e position, Incroyable mais vrai. L'un des films les plus accessibles après Mandibule. Disons-le vraiment, Quentin Dupieux c'est un réalisateur qui a toujours joué dans le côté absurde, voire très borderline avec ses films. Ce que j'aime, mais qui n'est pas apprécié par tout le monde. Et je trouve que depuis Mandibule, il devient plus grand public, à prendre avec des guillemets. Ce qui change depuis le début de son cinéma ici, c'est d'abord un rythme légèrement plus rapide, avec un montage dynamique et plus de dialogue qu'à son habitude. Ce n'est sûrement pas le cas, mais c'est ce que j'ai ressenti ici. La grande idée du film est cette trappe se trouvant dans la cave de la nouvelle maison de Drucker et Chabat. Lorsqu'ils descendent dans ce conduit et qu'ils finissent par arriver au dernier étage de la maison, ils font un voyage de 12 heures dans le temps. Mais attendez, c'est vraiment pas tout. Vraiment écoutez bien parce que ça peut paraître fou, mais vraiment hein, vous allez pas en revenir. En plus de faire un bond de 12 heures dans le temps, vous rajeunissez de 3 jours. C'est assez dingue, je vous l'accorde, et c'est évidemment là que le film m'a eu. Seulement voilà, j'ai commencé à me poser plusieurs questions. Que se passe-t-il si on remonte le conduit? Est-ce qu'on revient dans le temps et nous vieillissons de 3 jours? Mais enfin le film n'est pas là pour y répondre, car finalement ce n'est pas le but du film. Au passage, belle référence à Phase 4. En 12e position, Men. Bien souvent, je souhaite me retrouver seul dans une salle. Évidemment, la salle de cinéma est une expérience collective, mais quelquefois il m'arrive de vouloir me retrouver seul. Cette année, ça m'est arrivé 2 fois, pour Kill the Beast et pour celui qui m'intéresse, Men. J'ai visionné ce film seul, dans le noir complet, ce qui a renforcé mon expérience de spectateur. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de se retrouver sans aucune personne autour de vous qui pourrait vous rassurer. C'est vraiment ce qui fait la force d'une salle de cinéma, c'est qu'elle vous transporte. Après une expérience douloureuse, Harper Marlowe décide de prendre du recul sur sa situation et part dans un village reculé de l'Angleterre. 5 ans d'absence et le papa de Ex Machina revient encore une fois nous donner des frissons et nous faire très mal, viscéralement. La première force du film, c'est d'installer une ambiance mystérieuse et une tension palpable. On a ici une Jessie Buckley aussi surprenante que dans Je veux juste en finir, accompagnée d'un Rory Kinnear qui se font parfaitement dans chacun des rôles d'hommes malaisants qui constituent tout le village. Mais la seconde force de ce film, le fait qu'il m'ait marqué, c'est par son travail de la lumière. La première séquence s'ouvre dans la cuisine dans une atmosphère orangée, pesante et limite angoissante. En 11e position, Mascarade.
Après un OSS sur le déclin, Nicolas Bedos revient avec ce qu'il sait faire de mieux. Une vraie mise en scène, des dialogues pinçants et une véritable direction d'acteurs, révélant une histoire d'amour vache, hors du commun, avec des allures d'un Sunset Boulevard à la Billy Wilder. C'est avant tout un véritable plaisir de retrouver Pierre Ninet, qu'on pouvait retrouver dans son dernier film, ici entouré par de grands comédiens, comédiennes, à commencer par une Isabelle Adjani toujours en forme, un François Cluzet métamorphosé, et une Marine Vac, sensationnelle, découvert plus tôt cette année dans Entre la vie et la mort. Pour plus de 2 heures, le film ne se perd jamais, semant des indices tout du long, avec un rythme effréné qui nous laisse parfois le temps de respirer et d'admirer ses idées de mise en scène quand Adrien rend visite à Margot qui habite avec Simon et qu'ils se promènent dans leurs souvenirs communs. C'est évidemment bien dirigé et Bedos nous laisse le soin de nous faire notre propre idée sur la fin. Il est venu le temps, des rires et des chants, et de vous révéler les 10 films qui m'ont émerveillé, qui m'ont fait perdre mon souffle, qui m'ont fait retomber en enfance et qui m'ont fait redevenir amoureux. Et les films présents dans ce top sont probablement ceux que j'attendais le moins cette année. En 10e position, Les lendemains de veille. Salut les cons. Dans son testament, M. Rochant a imposé que l'acceptation de son héritage soit unanime, sans quoi les legs iront au Rassemblement National. Là, bah, tu te souviens? Bah non, tu te souviens pas? T'étais en trou noir? Je sais pas, on était... Une famille. Ouais, ça a duré combien de temps? 2 ans. Et demi. Vincent, Malo, Lola, Mathéo, Blaise et Xavier avaient un rêve, celui de vivre ensemble, et ce rêve avait un nom, la communauté des lendemains de veille. Cependant, leur bande a fini par faire comme tout le monde et ils se sont peu à peu perdus de vue. Ils n'avaient pas pris de rendez-vous dans le futur, mais la mort de l'un d'entre eux en décidera autrement. En pesant mes mots, ce film est la véritable surprise de cette année. Le film a su trouver les termes pour décrire les amitiés à travers le temps. Il a su trouver un équilibre entre la dramaturgie de base et des dialogues bien écrits qui amènent beaucoup de légèreté dans le ton du film. C'est un petit bonbon d'1h30 prenant du début à la fin, rondement bien mené avec un mélange de bonne humeur et de profonde douleur qui parlera à beaucoup d'entre nous. Loïc Payard sait doser parfaitement l'humour, avec des personnages bien écrits et une bande de potes qui sont justes dans leur interprétation, et toute cette authenticité nous transporte. On ressent une sincère synergie entre tous. C'est peut-être bête et naïf à dire, mais ce film n'a jamais autant été proche de la réalité. C'est un véritable feel-good movie qui donne envie de retrouver ses potes et de nouveau partager des moments riches en émotions, de redécouvrir la joie qu'on a de se retrouver comme avant, de faire comme si plus rien n'avait d'importance et de rattraper le temps perdu. C'est un brin nostalgique et c'est ce que j'aime. Par chance, ce film indépendant, tourné en quelques semaines pendant la période du Covid, a trouvé sa force avec son producteur Xavier Plèche et a su trouver son public avec la participation de beaucoup de cinémas et de distributeurs qui permettra au film de réaliser presque 1500 entrées avec ses avant-premières. Les lendemains de veille est un cas d'école. Ce film m'a fortement étonné et j'espère qu'il vous étonnera à votre tour. Et j'espère également qu'avec le succès public du film, Loïc continuera de réaliser. En 9e position, Fire of Love. This is Katya, and this is Maurice. Tomorrow will be their last day. They will leave behind hundreds of hours of footage, thousands of photos, and a million questions. Alone, they could only dream of volcanoes. Together, they can reach them. They meet on a blind date at a cafe. From here on out, life will only be volcanoes, volcanoes, volcanoes. C'est très dur, 2 volcanologues qui vivent ensemble. Parce que c'est très volcanique, donc franchement, ça fait des éruptions très souvent. Sarah Dosa est une réalisatrice de documentaires américaine et une productrice lauréate du prix Peabody dont les intérêts sont de raconter des histoires inattendues, axées sur les personnages, sur l'écologie, l'économie et la communauté. Son premier long métrage en tant que réalisatrice, The Last Season, a remporté un Golden Gate Award lors de sa première au Santa Fe International Film Festival de 2014. Il raconte la rencontre de 2 anciens militants qui se réunissent chaque automne pour chasser l'insaisissable champignon Matsutake, un champignon rare du Japon. Par la suite, elle réalisera The Seer and the Unseen, désolé pour l'accent, une fable sur les elfes invisibles parlant du pouvoir surprenant de la croyance racontée au travers des yeux de Raga, une Islandaise parlant au nom de la nature menacée. Et cette année, Sarah Dosa revient avec une histoire bien de chez nous, avec les intrépides volcanologues français Katya et Maurice Kraft, qui pendant 2 décennies ont parcouru le monde pour étudier les mystères de la Terre, à la recherche d'éruptions volcaniques et de nuages de cendres. Travail et aventure ne faisant qu'un pour ce couple charmant et profondément chaleureux, sans mauvais jeu de mots, dont l'amour l'un pour l'autre n'avait d'égal que leur curiosité commune pour l'intérieur de la Terre. Heureusement pour nous, ils ont filmé tout leur voyage et leurs incroyables archives personnelles de bobines de films qui révèlent un témoignage convaincant d'une vie consacrée
consacrés à l'exploration. Réalisé entièrement à partir de leurs propres images en 16 mm, de leurs lettres et de leurs notes, le film de Saradosa est à peu près aussi éloigné d'un portrait traditionnel que possible. Fire of Love est un art cinématographique, poétique et extraverti avec l'exubérance d'un film de la nouvelle vague, où l'on peut voir les moments les plus beaux et les plus tragiques au cinéma. Ici, la réalisatrice met un point d'honneur à les mettre en valeur, racontant leur rencontre, leur début, mais leur différence qui ne fait que de les rapprocher. Il n'est pas question de montrer leur fin comme une évidence, mais de mettre en avant leur vie trépidante, d'exposer leurs doutes, leur envie et leur amour brûlant, sans mauvais jeu de mots encore une fois, pour les volcans. C'est un film d'aventure unique, entremêlé de poésie, de philosophie et d'illustrations visuellement époustouflantes, sur un couple de scientifiques français, entièrement entrecoupés avec leurs propres images de voyage sur Terre à la recherche de volcans en éruption. Pour moi, on n'a jamais aussi bien filmé la passion. Ce film ne pourra que vous rendre heureux, tant par sa singularité que par sa simplicité à vous faire découvrir l'inattendu. Il est disponible sur Disney+, alors pas d'excuses pour ne pas le voir. En 8e position, Everything Everywhere All at Once. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. I'm not your husband. I'm another version of him from another universe. I'm here because we need your help. Ce film rime avec inventivité, avec créativité. C'est visuellement maîtrisé. Le film nous emmène très vite et très loin dans le bon sens du terme. Le montage est à un degré de virtuosité très élevé. Une œuvre qui regorge de références, de Ratatouille à In the Mood for Love, en passant par 2001 l'Odyssée de l'espace. Et on ne peut s'empêcher de penser à l'univers des sœurs Wachowski et de leur saga Matrix, en créant à leur tour leurs propres références. Comment fait ce film pour passer par autant de genres, de la science-fiction à la comédie romantique, en passant par les films d'arts martiaux? Evelyn fait le choix de quitter sa propre famille en Chine pour construire une nouvelle vie avec l'homme qu'elle aime. Elle est une mère agitée et débordée qui fait 1 million de choses à la fois sans vraiment s'y consacrer pleinement. En découle un fossé générationnel avec sa fille Joy et une incompréhension face à son homosexualité. Voilà le postulat de départ, sûrement basique, sûrement déjà vu, mais le film prend un tournant lors de cette scène, lorsque la personnalité de Waymond change brièvement, empruntée par Alpha Waymond expliquant l'existence du multivers. Multivers qui est menacé par Jobu Tupaki qui se révèle être la version de Joy dans l'Alphaverse. Oups, désolé. En vrai, même en sachant ça, vous aurez quand même envie de le voir et de le revoir tellement de choses se passent et qui échappera toujours à notre premier visionnage. Je ne ferai pas l'affront de résumer tout le film parce que, bordel, il y a beaucoup trop de choses qui se putain de passent pour vous expliquer tous les tenants et aboutissants de cette merveille, alors voyez-le, vous ne serez pas déçus du voyage. Ce nouvel A24 est indéniablement une fantastique proposition de cinéma et qui mériterait les répercussions d'un Matrix. Il procure une expérience radicale et universelle, servie par une écriture époustouflante, une intelligence comique rare et une soif de création dévorante. Outre son postulat de départ autour des regrets, des erreurs du passé et des non-dits, All at Once nous rappelle qu'il est important d'entretenir des liens qui peuvent nous unir dans un monde qui ne cesse de se fracturer. Les Daniels, pseudonyme sous lequel officient Daniel Kwan et Daniel Schneidert, racontent ici une véritable histoire d'amour inconditionnel d'une mère envers sa fille au-delà de tous les univers parallèles. Marvel, prenez-en de la graine. Si le sujet du film vous intéresse davantage, je ne peux que vous conseiller la vidéo de Monsieur Bobine qui développera mieux que moi. En 7e position, La Petite Bande. Plus que d'être grand ou fort, plus que d'avoir des super pouvoirs, moi ce que j'ai toujours voulu, c'est faire partie d'une bande. Samy et moi, on va foutre le feu à l'usine Chambon. Il faut quelqu'un qui n'est pas de copain du tout. Que personne n'aime. Super bizarre que vous me preniez dans votre bande comme ça d'un coup. Merde, ils vont me tuer! Au secours! Mais qu'est-ce que vous me voulez en fait? L'écologie, t'en penses quoi? Hein? La pollution, la rivière, les poissons, tout ça. Je les aime? Si j'aime les poissons? Ouais, les truites. Et voilà, c'est comme ça que je suis entrée dans la bande. Ce n'est jamais facile de faire un film où il faut diriger de jeunes comédiens et de jeunes comédiennes. Pierre Salvadori, ou Pierre Salade de riz, premier jeu de mots du film, y parvient avec une grande justesse dans le jeu de ces jeunes comédiens, mais encore plus dans l'interprétation des dialogues, ici plus que crédible. Dans un village de la Corse où la population dépend pour son travail d'une usine, polluante et destructrice pour l'environnement et la santé, 4 jeunes collégiens, Kat, Fouad, Antoine et Samy, décident d'y mettre le feu. Les désaccords devenant fréquents que pour se départager, ils décident de faire entrer Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Ils vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure qui va les dépasser. Ce que j'apprécie, c'est que ce soit une histoire qui est racontée
raconté par un personnage principal qui n'intervient qu'aux 2/4 du film, et ce personnage n'a qu'une envie, c'est de faire partie de cette bande. Une fois intégré, il sait rester lui-même tout en sachant apporter de bonnes solutions pour venir en aide. Je trouve ce film malin, rusé, astucieux, tout ce que vous voulez. Par exemple, les masques qui sont faits par l'un des enfants qui représentent des animaux de la forêt prennent vie quand l'un des personnages a des hallucinations. Ils voient un hibou, un lapin, un âne en train de converser. J'ai trouvé ça fabuleux. Le petit qui interprète Aimé est le personnage qui m'a fait le plus rire. Quand il rejoint la bande après qu'elle ait kidnappé un adulte, il décide de prendre un accent anglais pour qu'il ne soit pas reconnu. Il le fait tellement bien que j'y crois et je ne peux m'empêcher de rire. Au-delà de la fable écologique, thème principal du film qui n'est vraiment pas traité lourdement, ce sont des enfants qui agissent contrairement aux adultes qui font de la merde. C'est ainsi une histoire axée sur comment on se fait des potes, comment naissent des amitiés, pour quelles raisons on est amis et renforce la proximité qu'on a avec ce film. Ouais, ce film est futé, inventif et drôle et me dit que je devrais me bouger à mon tour pour aider ma planète à aller mieux. C'est un film profondément humain devant lequel j'ai passé un super bon moment, retrouvant l'enthousiasme que j'ai de regarder les Goonies, tellement ingénieux qu'il m'est resté en tête pendant quelques jours après être sorti de la salle et me disant que j'aurais dû y retourner une seconde fois. En 6ème position, Pearl. Caring for your family during these times is admirable, but you only get one take at this life. If only they would just die. Donc Pearl est la suite slash spin-off de X sorti la même année. Il met en scène la jeunesse de Pearl au début du XXe siècle, qui rêve d'aventure en rejoignant une troupe de danse parcourant le pays. Se sentant délaissé par son copain parti en guerre, par ses parents, précisément sa mère qui est un brin castratrice, et par le séduisant projectionniste qui prend peur face à ses agissements, Pearl va sérieusement câbler tout ce joli petit monde pour crier son indépendance. Mais le film est bien plus qu'un simple slasher. Il se tourne vers une mise en scène claire et efficace, comprenant ses enjeux et ses personnages. Il sait monter en tension, être dérangeant, tout en sachant équilibrer séquences tantôt trash et tantôt somptueuses. T'es mal la gueule de ce monologue en plan séquence et ose me dire que c'est moche. Franchement Mia, tu as su me faire peur et me déranger avec ton visage d'ange, et pour avoir incarné deux personnages différents, bravo. Le film propose des vrais moments de cinéma quand il le faut et c'est justifié par Pearl qui est un personnage qui déborde d'imagination, allant même jusqu'à se surpasser, voulant se démarquer et prouver qu'elle vaut mieux qu'une simple vie à la ferme. Le film deviendra, je l'espère, culte avec le temps tant il s'éloigne des films d'horreur conventionnels, amenant une nouvelle fraîcheur. Ouais, ça fait niais, ça fait pompeux, mais sérieusement, le film ne fait que de nouvelles propositions sur nouvelles propositions, faisant un grand écart avec ceux dont les super productions ne savent rien faire d'autre que des putains de jumpscares, et ça ne m'intéresse plus. Et si je ne vous ai toujours pas convaincu, il y a bien d'autres aspects. Non mais sérieux, regardez comme c'est beau. La photographie et l'étalonnage mettent en valeur tout le reste. Les personnages, les décors, les lieux extérieurs. C'est plastiquement réussi, j'ai des frissons rien qu'en voyant les effets sur la typographie. Ce film me mérite votre attention. Ti West s'initie son 8ème long avec les codes d'un genre qu'il a compris et qu'il maîtrise parfaitement. Rien qu'à voir l'opus précédent vous montrera de quoi je parle. Il contrôle son film et ses références, et il s'amuse avec des situations que nous connaissons par cœur en tant que spectateurs. Et je trouve ça dingue et toujours merveilleux de continuer à me faire avoir, tant il sait où il va avec son histoire. Il y aurait encore beaucoup, mais je ne dirai pas plus pour ne pas tout dévoiler. Alors Ti West, rendez-vous en 2023 pour le 3e volet de ta saga. En 5ème position, Les 5 Diables. 7 degrés. 20 minutes alors. T'es prête? Je t'aime, maman. Allez les filles, on crie, allez! Vicky, viens dire au revoir à ton père. Au revoir! Tu sens quoi? Pas grand-chose. Le champignon. Et puis il y a aussi l'odeur de l'animal qui l'a mangé. Ferme les yeux. Un carnet qui sent la piscine. Et aussi un peu le café. Beaucoup de monde aujourd'hui se sont mis d'accord pour dire que le cinéma français ne se résume pas qu'à des comédies potaches, limite racistes avec Christian Clavier. C'est devenu depuis longtemps maintenant un cinéma qui s'est toujours redéfini par de nombreux films. Le cinéma français ne peut se résumer à de la comédie, le cinéma français n'est pas un genre, il crée le sien. Donc Vicky, une petite fille étrange et solitaire, a le don de reproduire et de reconnaître toutes les odeurs qu'elle va collectionner, ce qui lui permettra de voyager dans le temps. Un jour, Julia, la sœur de son père, fait éruption dans leur vie. Vicky se lance dans la création de son odeur et sera transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de sa famille et de son existence. Le sens principal du film
film est donc l'odorat, un sens qui nous ramènera vers des moments de la vie ou des souvenirs précis et donc nous ramènera vers tel sentiment ou telle émotion. Là, ce sens est bousculé vers le fantastique où les odeurs en deviennent palpables. Tout devient tangible grâce au travail de la réalisation et de la pellicule. Comme pour son film précédent, Lea Missius s'est imposé de tourner en 35 mm, ce qui rend le film autant séduisant et lui confère un aspect très esthétique avec ses couleurs, son épaisseur, son côté charnel presque sacré, car comme elle le dit, les 5 diables parlent de l'invisible et il y a de l'invisible dans la pellicule, contrairement au numérique. C'est un film fantastique avec des références, des citations, des clins d'œil qui vont venir titiller votre côté cinéphile, avec des références en passant par Twin Peaks avec le motif de la Dream Room, à Shining de Kubrick avec son générique survolant la ville, ou encore à l'effet papillon avec ses transpositions dans le temps. Il peut également venir titiller votre côté littéraire avec ses auteurs comme Gene Harrison ou Maya Angelou, ramenant malgré tout son récit en France pour ne pas y mettre des problématiques sociales ou politiques d'un autre continent. Bref, un film suffisamment malin pour distancer ses citations pour ne pas en faire un pastiche, offrant un scénario original, une escapade qui n'aura de cesse de prendre de l'ampleur, soulignée par une excellente bande-son vertigineuse. Les 5 diables résonnent comme un film qui combine à la perfection le fond et la forme, dévoilant détail par détail un jeu de pistes pour le spectateur que je suis. Le cinéma français ne cessera jamais de me surprendre. En 4e position, The Batman. Fear is a tool. When that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. Quand The Batman est annoncé, c'est une nouvelle appréhension, une énième adaptation qui fascine autant les fans que ses réalisateurs. Une nouvelle crainte en moi de voir le Chevalier Noir maltraité et mal amené, et quand je l'ai découvert en salle avec ses 3 heures, j'étais content d'avoir eu tort, tellement le film redéfinit le genre, mettant en avant la vision d'un metteur en scène de talent qui comprend ses personnages. Il redéfinit ce que j'ai envie de voir sur un écran de cinéma quand je vais voir un film de super-héros, parce que oui, depuis une dizaine d'années, le MCU a pris les devants de la scène, s'accaparant et reformulant les codes de ce genre. Alors attention, je ne renie pas Marvel car j'ai grandi avec ses films, mais plus on grandit, plus on apprend à définir ce qu'on aime, non? Et depuis quelques années, je ne me sens plus en phase avec ce que peut proposer la firme aux grandes oreilles, recyclant les mêmes façons de faire, et recycler la merde ne lui donne pas meilleur goût. Encore une fois, je ne dis pas que si vous regardez Marvel, vous êtes des nuls sans aucun recul, car enfant je les regardais, je les appréciais tant elles me faisaient du bien et me faisaient penser à autre chose. Mais là est tout le souci, si ces films ne sont rien de plus que du divertissement et ne me font poser aucune question sur ce que je regarde, alors je préfère me tourner vers d'autres projets dont la curiosité me fera questionner mon rapport au film, décidant qu'il est temps de me délaisser de toutes ces méga productions. Et si ça vous intéresse de voir d'autres façons de traiter les héros au cinéma, voilà quelques films. Donc, The Batman, réalisé par Matt Reeves, nous raconte les débuts d'un jeune Batman enquêtant sur des meurtres qui va le mener à l'un de ses ennemis, évidemment, l'amenant à rencontrer en chemin des alliés, des adversaires et surtout un amour naissant. Alors on dira ce qu'on voudra sur The Batman, que c'est maîtrisé par son cadrage, son sens du rythme, sa course-poursuite et ses clairs-obscurs. Ce qui m'aura plu, c'est la construction d'un mythe, oubliant les autres adaptations, mais n'omettant jamais d'où il vient, permettant à Robert Pattinson, on n'aura jamais eu aussi bon Batman, de créer sa propre vision du personnage. Rien qu'avec un costume comme celui-là, on comprend qui il est et d'où il vient. Il n'y a rien de plus plaisant dans les débuts d'un héros que de le voir se construire, comprenant qu'il devra s'entourer, car seul, on n'est pas toujours sûr d'y arriver. Si l'identité et le mythe du personnage vous intéressent, dirigez-vous vers la séance de Marty, lien en description. En 3e position, Les Passagers de la Nuit. Les Passagers de la Nuit m'est tout cher. Nous sommes le 10 mai. C'est Vanda Dorval qui vous accompagne cette nuit encore jusqu'à 4 h du matin. Et donc vous êtes une inconditionnelle de l'émission? Oui. Et pourquoi reprendre le travail maintenant alors? Je me suis séparée de mon mari. Enfin, il est parti. Je comprends. Comment tu vas faire? T'as jamais travaillé? Merci. Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Tu appuies sur le 3. Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom? Talula. Quand je revois un film que j'adore sans plus ou que j'aime par-dessus tout et dont je ne me lasserai jamais de revoir, ma mère a souvent tendance à me dire « Mais pourquoi tu le revois? Tu l'as déjà vu ?» Et j'ai tendance à rétorquer « Oui, mais toi tu n'écoutes qu'une seule fois une musique que tu aimes. » J'espère qu'avec ce film je vais pouvoir t'expliquer pourquoi je revois autant ces longs métrages que j'adore. Comme la plupart des films que je vais voir, je ne vais pas chercher à en savoir davantage sur lui. Je ne vais pas voir de bande-annonce ni même lire son synopsis, c'est comme ça que je prends plaisir ou non à le découvrir. Dès le début, le film t'installe dans une ambiance mystérieuse et devient une capsule temporelle en te ramenant dans les années 80, une décennie dont je suis nostalgique alors que je l'ai même pas connue. Mais le film m'a conquis par cet aspect. Il m'a réconcilié avec Noé Habitat et Charlotte Gainsbourg, avec qui je pouvais être en dehors avec leur jeu, mais ici on n'y fait pas attention et même on les adore. Alors le film se passe dans les années 80, et qui dit années 80 dit musique de cette époque. Et là on peut avoir peur que ça tombe dans les clichés de cette décennie, mais loin de là. Au contraire, elles sont utilisées intelligemment et loin d'être ultra connues. Pour passer d'une séquence à l'autre, le film est entrecoupé de véritables images tournées en pellicule. C'est très astucieux et ça se fond parfaitement dans la dynamique du montage. À un moment donné, le personnage de Noé Habitat dit une chose importante. Je pense qu'il y a des films, on les aime que longtemps après. Ou quand on les revoit. Peut-être ça dépend de l'humeur, ou je sais pas. Tu vas souvent au ciné alors? Mais de plus en plus, ouais.
pas, j'aime bien. On s'oublie. J'aime le cinéma car on s'y oublie. Voilà en cet instant précis le film qui a su définir le cinéma, que j'aime. Il n'a suffi que de quelques mots pour comprendre pourquoi ce film m'a marqué profondément. Et je suis parfaitement en accord avec ces mots. Les films sont faits pour être revus dans différentes conditions. Seul, à plusieurs, sur grand écran, sur notre téléviseur, le film n'aura pas forcément la même signification à mes 13 ans qu'à mes 23, si je le partage dans une salle ou dans un salon. Alors maman, quand je revois un film, c'est sûrement parce que j'apprends à l'aimer. Alors revoyez ces films, principalement ceux que vous aimez, ou mieux, revoyez ceux avec qui le premier visionnage a été rude. Laissez une seconde chance à ces films, ils le méritent. En deuxième position, Encore. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui, de repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien. Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans, t'es à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins 2 vies. Sabrina m'a proposé un job avec son mec. Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher. L'ambiance de la salle fait tout. Si j'aime un film plus qu'un autre, c'est avant tout parce que je l'ai vu au cinéma. J'adore Clapiche, pour moi c'était couru d'avance que ce film allait atterrir dans Stop. Depuis Le Péril jeune, L'Auberge espagnole, Les poupées russes, Casse-tête chinois ou bien Ce qui nous lie, Clapiche arrive toujours à tirer la corde sensible. 2 mois, qui est son dernier film avant celui-ci, est probablement mon préféré. Voyez 2 mois, voyez tout Clapiche, vous ne serez pas déçus. Quand je dis que l'ambiance de la salle fait tout, ce n'est pas par hasard. Étant quelqu'un d'assez timide, ayant du mal à extérioriser, quand la salle riait, je me permettais à mon tour d'émettre un rire. Depuis, j'ai de moins en moins peur de laisser mes sentiments s'exprimer. Le cinéma m'a permis de me sentir de plus en plus à l'aise en public, mais également avec mes émotions. Encore, c'est l'histoire d'une danseuse classique accomplie, premier rôle au cinéma de Marion Barbeau, qui lors d'une représentation va plus que se fouler la cheville et va entreprendre un chemin de guérison et découvrir la danse contemporaine. Tout le début du film est une représentation d'un ballet, alors ça signifie tutu, musique classique et une histoire romantico-dramatique, mais on fait attention aux mouvements, aux déplacements et aux expressions. Et boum, d'un coup, cut, générique sur une musique énervée de type métal avec beaucoup d'effets à l'image. C'est ça qu'on aime chez Clapiche, il continue toujours de nous surprendre et ça fonctionne que trop bien. Ah oui, j'ai pas dit, mais le casting est merveilleux. Le kiné est joué par François Civil, en amoureux lunaire qui, quoi qu'il fasse, est toujours extraordinaire, un Pio Marmaille en cuisinier déjanté qui est toujours remarquable, et surprise, Muriel Robin, qu'on n'avait pas vu dans un beau rôle depuis longtemps. Avec ce film, Clapiche offre des chorégraphies envoûtantes et nous donne une vibrante et émouvante lettre d'amour à la danse contemporaine. Il met en scène un récit de reconstruction physique et morale avec virtuosité. Ce qu'on remarque au fil de ses films, c'est cette facilité déconcertante qu'il a de construire des dialogues spontanés et naturels, d'où résulte autant de réflexions sur notre rapport au corps. Bref, un film que j'aurais dû aller revoir une seconde fois en salle pour retrouver cette même ambiance, car j'en voulais encore. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. I met the girl I'm gonna marry one day. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Listen, young lady. But her friend is nowhere to be seen. So how'd you become such a hotshot actor? I'm a showman. That's what I'm meant to do. To the seat with the clearest view. Then she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for. This is fate that brought us together. For she's lived it 10 times or more. Our roads took us here. She could spit in the eyes of fools. You're not my director. They ask her to pose the swings, fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. I think it's weird I hang out with Gary and his friends all the time. Take a look at the long man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know I'm not gonna forget you. who's in the best-selling show. Just like you're not gonna forget me. Gross. Roll sound. Roll camera A. Roll camera B. Mark it. Action. On! Coming that thing! Dans un lycée des années 70, un très jeune homme de 15 ans mais qui en paraît plus, Gary, tombe amoureux d'une jeune femme de 25 ans qui en paraît moins, Alana, dans la Californie en effervescence des années 70. Quand je me dirige vers un cinéma, je sais depuis longtemps que je vais m'installer pour les 2 prochaines heures qui viennent, au milieu de la dernière rangée. Personne ne peut être derrière toi et donner des coups dans ton siège. J'ai une bonne vision sur toute la salle et je vois l'entièreté de l'écran. C'est devenu une habitude, peu importe avec qui j'y vais. Cette fois-ci, j'en avais décidé autrement. Pour je ne sais quelle raison, voyant du monde sur les dernières rangées, mon esprit m'a dit d'aller prendre place, mais vraiment tout devant. Une chose que je fais rarement, et ce fut au final une bonne décision,
car j'ai été submergé par le film. Il m'a fallu 2 minutes à peine pour que plus rien n'existe autour quand le film commença. Qu'on se le dise et qu'on soit d'accord ou non, Anderson est l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération. Je voue un culte à cet homme, trop de talent chez lui. Rien que par sa filmographie, tout tourne autour de l'excellence et du film culte quand il sort. Vraiment aucune objectivité, c'est dingue. L'histoire est sûrement l'une des plus traitées au cinéma, à savoir faire naître un amour, ou plutôt comment se forme, comment se crée un amour entre deux personnes que tout oppose. Très vite j'ai été emporté par la tendresse de ces deux personnages, mi-adultes, mi-enfants. Le charme de Alana Haim plus la nonchalance de Cooper Hoffman est égal à un résultat des plus marquants. Évidemment il y a une bonne utilisation des musiques, qui amène du sens, et ce n'est pas choquant vu le perfectionnisme de son réalisateur. Un film ô combien sublime dans sa mise en scène, dans ses lumières et par toute une galerie de personnages hauts en couleur. Licorice Pizza, ou Licorice Pizza comme j'aime le dire, marque les débuts au cinéma d'Alana Haim, musicienne membre du groupe Haim, qu'elle forme avec ses deux grandes sœurs. Elle connaissait déjà bien Paul Thomas Anderson, puisqu'il a réalisé presque une dizaine de clips pour leur groupe. Ici elle interprète un personnage souffrant d'incertitude. Elle sera amenée à croiser la route de plusieurs hommes influents, comme l'acteur hollywoodien joué par Sean Penn, qu'on apprécie de retrouver en forme, ou un jeune politicien prometteur qui cache son homosexualité, incarné par Ben Safdie. Ces rencontres la ramèneront continuellement vers Gary. Gary qui est joué par Cooper Hoffman, qui marque également ses débuts au cinéma, fils du regretté Philip Seymour Hoffman, acteur fétiche de P.T. Anderson, dont il semble avoir hérité du talent. Ici il campe un personnage représentatif d'une certaine Amérique, acteur ado dans une série télé populaire, entrepreneur des 400 coups, et pourtant il est lumineux, touchant et sympathique. Lui aussi rencontrera des personnages comme le petit ami de Barbara Streisand, surjoué par un Bradley Cooper totalement en roue libre. C'est un film plein d'espoir, m'ayant donné par instant le courage d'affronter le monde et de tenter ma chance à la manière de Gary. Paul Thomas Anderson continue de faire évoluer son cinéma, de sublimer ses personnages, ici dans les années 70, qu'il met en scène avec un soupçon de mélancolie. Les films sont des portes d'entrée. Je m'explique. On a tous pendant un film pris notre téléphone et chasamé une musique pour ensuite nous rendre sur la page de l'artiste et écouter l'intégralité de ses chansons. Et bien pour un film, c'est exactement la même chose. Je vais certainement dire une évidence pour une grande partie d'entre vous, mais regarder un film amène inévitablement à regarder un autre film. Vous ayant parlé de celui-ci, vous irez sûrement voir par curiosité qui sont Paul Thomas Anderson, Sean Penn, Ben Safdie, Bradley Cooper, et ce qu'ils ont déjà réalisé par le passé si vous ne savez pas qui ils sont. C'est valable pour tous les corps de métier dans le monde du cinéma. Si vous appréciez le travail d'une actrice, d'un chef opérateur ou d'une monteuse, d'une manière ou d'une autre, vous irez forcément vous renseigner, un minimum, sur son parcours. Qu'est-ce que cette personne a déjà fait qui serait susceptible de m'intéresser? C'est en grande partie pour ça que j'aime cet art. Inarrêtable, inépuisable. J'étais pas sûr d'y arriver, mais je l'ai fait. Au risque de me répéter, certains de ces films présents dans ce top sont probablement ceux que j'attendais le moins cette année. Oui, j'ai pris plus de temps que prévu, mais finalement je suis assez content de m'être essayé à cet exercice. J'ai un peu raconté ma vie et ma vision du cinéma durant cette chronique, mais j'espère tout de même que je vous aurai donné envie d'en découvrir quelques-uns. Bien sûr, si ça t'a plu, tu connais la chanson, aime, commente, partage, et si tu veux me suivre sur Letterboxd, où je deviens un peu plus actif, le lien est dans la description. Merci et bravo à toi si tu es arrivé jusqu'à la fin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques semaines. Promis, ça ne sera ni un top ni une vidéo qui arrivera dans 6 mois. A bientôt, bonne année, et vive le cinéma!